Alors, la démarche du séminaire de la chaire santé est partie du constat que l'on s'intéresse souvent assez peu à la relation entre maladie et travail quand ce n'est pas le travail qui est la cause de la maladie. Mais en fait, lorsque la personne est déjà malade ou doit bénéficier de traitements en long cours, l'impact sur son insertion professionnelle est assez peu étudié. Et on s'aperçoit que la personne a beaucoup de mal à s'orienter dans le système, puisqu'elle a de très nombreux interlocuteurs, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, des services de santé au travail, éventuellement des services spécialisés d'aide au maintien dans l'emploi lorsqu'elle a le statut de travailleur handicapé. Et tout ceci contribue à rendre assez confus l'insertion de la personne à partir du moment où elle a besoin d'une aide spécialisée. Le deuxième élément qui nous a amené à travailler sur ce thème est le contexte actuel qui nous environne, avec l'augmentation de la durée d'activité, l'augmentation de la chronicité des malades chroniques, du fait aussi de l'amélioration des traitements et des possibilités de garder une insertion professionnelle, et la réforme des retraites, le travail actuel sur l'impénibilité, et puis également la réforme en cours des services de santé au travail. Tout ceci nous donne un moment favorable pour lancer le débat et pour avoir une approche un peu institutionnelle sur le sujet. La question de maintenir ou du retour à l'emploi des salariés atteints de maladies chroniques se pose pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on ne peut pas laisser ces salariés sur le bord de la route de l'emploi et qu'il est important, à la fois pour ces individus, mais pour la société, de les garder en emploi. La deuxième question, c'est que cette question vient impacter les réformes sur les retraites. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Mais le souci que nous avons, en tout cas lorsque nous essayons d'analyser ces questions, c'est la faiblesse de l'information statistique. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de production de connaissances pour bien comprendre ce lien entre santé et travail. Nous connaissons très bien la santé, nous connaissons très bien l'emploi, mais nous connaissons assez mal, de manière statistique, l'interaction de ces deux domaines. Plus que de dispositifs, ce sont des acteurs qui travaillent ensemble sur les territoires et mobilisent un ensemble de moyens nombreux pour faciliter le retour à l'emploi des personnes malades, handicapées, en arrêt de travail. Donc dès lors que le médecin du travail s'est prononcé sur sa capacité à retravailler. Et en fait, on peut, par exemple, pendant un arrêt de travail, mobiliser une formation, un bilan de compétences. C'est tout à fait faisable aujourd'hui. Il peut y avoir encore une vraie difficulté psychologique à se reconnaître comme handicapé. On est d'abord malade. Maintenant, il faut pouvoir expliquer à la personne que le handicap est situationnel et que par ailleurs, il peut être temporaire. L'objet de l'ergonomie est de travailler sur la situation de travail, sur l'organisation du travail. Et donc, de ce fait, avoir un regard plus global, pas seulement des solutions techniques, mais plutôt s'orienter sur la globalité de la situation de travail pour qu'on puisse tenir les exigences de production de l'entreprise, mais aussi celles du salarié, de façon à ce que le salarié puisse se sentir aussi efficient que ses collègues. Normalement, la vie professionnelle s'arrêtait dans les 10 premières années depuis le début de la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, dans la mesure où moi, j'avais pas du tout le projet d'arrêter de travailler, et ça me faisait très peur. Moi, ce qui est important dans mon travail, c'est la contribution sociale, c'est le fait d'être quelqu'un, le fait de s'épanouir, le fait de faire quelque chose de ses journées, le fait de rencontrer des gens, d'être dans un autre environnement, de partager. Alors aujourd'hui, ma grande fierté, c'est que 10 ans après, je travaille toujours. Aujourd'hui, les systèmes qui sont mis en place sont des systèmes qui passent principalement par les reconnaissances de travailleurs handicapés. Il y a peu de systèmes qui passent par la coordination entre le salarié, son employeur, et puis toute l'équipe médicale qui s'en occupe. On ne dispose pas d'outils actuellement permettant de mesurer les succès ou les échecs de la réinsertion. Il existe des chiffres. Dans le cadre du cancer, on sait par exemple qu'environ 20% des patients atteints de cancer du sein ne retrouvent pas leur travail à l'issue de la maladie. J'ai choisi de ne pas dire que j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé. Et ça parce que je n'étais pas prête à finalement dire à tout le monde, voilà, moi j'ai un problème de santé et il va falloir que vous fassiez avec. J'étais pas prête à ça. 7 ans plus tard, j'ai changé d'entreprise et là, voilà, j'avais fait du chemin et effectivement, j'ai recherché en qualité de travailleur handicapé. Et cette mention-là, je l'ai faite figurer sur mon CV
en me disant, voilà, moi je suis bien avec ce que je suis, voilà, et ma maladie fait partie de moi. Ça me donne aussi peut-être plus de profondeur, plus de compétences, surtout en RH, et surtout sur le plan économique, j'apporte quelque chose à une entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un salarié, qui va finalement coûter un peu moins cher. Alors, les sujets ont été évidemment extrêmement nombreux compte tenu de l'ambition, mais plusieurs points sont détachés. Le premier, l'interaction entre la maladie chronique et le travail, et en particulier ce paradoxe fort qui veut que lorsque le travailleur est en situation de fragilité extrême et qu'il perd son travail éventuellement du fait d'une inaptitude, c'est à ce moment-là qu'il perd l'aide spécifique que lui apporte le service de santé au travail, puisqu'il n'a plus l'accès à un service de médecine du travail. Donc ça, c'est la première, je dirais, c'est le premier grand enjeu que nous avons cherché à appréhender. Ensuite, le deuxième grand enjeu était l'impact économique, à la fois pour les personnes, avec des pertes de revenus très importantes, et également pour les entreprises, avec une grande imprévisibilité pour elles et de potentielles pertes de production liées aux salariés atteints de maladies chroniques au sein de l'entreprise. Mais en même temps, nous avons vu que les études qui ont étudié l'adaptation des postes de travail pour les personnes malades, notamment l'étude qui a été faite par IMS récemment à la demande de 5 grands groupes industriels, ont montré que s'intéresser à la diversité, notamment en situation de handicap ou de maladie, est également un facteur de productivité pour l'entreprise et non pas un facteur parfois de surcoût ou de charge indue comme on peut l'entendre. Enfin, il faut travailler sur un paradoxe entre la disabilité pour la personne de sa maladie et la confiance qu'il doit y avoir de la part de l'employeur. En effet, l'employeur n'a pas à connaître la maladie de la personne. A contrario, on s'aperçoit aussi que c'est la connaissance de la fragilité du salarié qui permet les adaptations les plus intéressantes pour la personne et aussi pour l'entreprise. Donc ces 3 sujets ont été également complétés par un regard international, et en particulier la situation des Pays-Bas, dans lesquels les employeurs ont une participation beaucoup plus importante que dans notre pays à l'accompagnement des salariés malades, tant que ceux-ci ne sont pas reconnus comme invalides. Les objectifs de l'étude ENANREV, c'est de proposer à des patients qui ont eu des traitements relativement importants pour des cancers du sein ou du côlon, une démarche de réhabilitation dans la vie active pour qu'ils puissent retrouver leur place socio-professionnelle le plus vite possible, dans les meilleures conditions. L'intérêt de mener cette étude aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte des besoins des patients à la fin d'un traitement d'un cancer notamment, de retrouver une place de personnes guéries et donc une place complète dans la société. C'est une prise de conscience récente et les moyens, les outils et le savoir-faire dans ce domaine n'est pas encore établi. Donc il y a du travail de recherche et de découverte et probablement aussi de reconnaissance de cette démarche. Il est nécessaire de mener ce type d'études aujourd'hui parce que nous guérissons de plus en plus de patients d'un cancer avec des toxicités réelles et que la question de la qualité de leur vie et du retour à une vie normale qui leur permet d'oublier leur maladie est importante. Alors, le séminaire a dégagé 5 grandes recommandations à l'issue de ces travaux. La première est de donner une priorité résolue à l'insertion professionnelle. Tant il est vrai que c'est elle qui conditionne le statut de la personne, ses moyens de subsistance, son réseau social, et donc véritablement c'est la priorité. Pour cela, la deuxième priorité est d'assurer un accompagnement personnalisé des personnes dès qu'elles ont une situation de fragilité au regard de leur emploi, et notamment également en cas de forte pénibilité, puisque sans quoi on s'aperçoit que les systèmes conduisent doucement à l'exclusion par le biais d'une inaptitude progressive puis définitive. La troisième recommandation était d'arriver à dépasser l'organisation actuelle des services de santé au travail qui s'arrête à la porte de l'entreprise en situation d'emploi. Comme je le disais tout à l'heure, le paradoxe veut que si vous perdez votre emploi du fait d'une inaptitude, vous n'avez plus de suivi spécialisé. Et ça, il faut arriver à travailler sur cette dimension-là. La quatrième recommandation est de rendre communicants les différents systèmes de prise en compte de la maladie au sein de l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, qu'il s'agisse des maisons départementales des personnes handicapées, des médecins conseils, des services de santé au travail, personne ne travaille avec les mêmes outils d'évaluation.
Et enfin, il faut continuer à banaliser la notion de handicap dans notre pays, en rappelant que le handicap, c'est d'abord un handicap social, donc dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une voie de garage qui vous sort de l'emploi, et c'est surtout quelque chose qui est évolutif et révisable dans le temps. L'intégration des personnes aujourd'hui dans le monde du travail lorsqu'elles sortent d'une maladie serait très nettement améliorée si un dialogue avec toutes les parties prenantes pouvait être instauré. Les médecins parlent trop de médecine et ne savent pas ce que les patients font après la maladie. Les médecins du travail sont inconnus de nous. Il y a un dialogue à établir entre toutes ces personnes. Donc si on devait faire une action prioritaire, ce serait de rendre systématique une intervention précoce et conjointe du médecin du travail, du médecin conseil avec le médecin traitant auprès de tout salarié qui est en arrêt de travail depuis plus d'un certain temps, 6 à 8 semaines, pour voir avec lui dans quelles conditions il peut reprendre son travail ou si ce dernier doit être aménagé. C'est changer le regard de tous, y compris celui de la personne malade, voir d'abord les capacités plutôt que les incapacités, et puis autre chose, développer les coopérations. Ce serait organiser le travail pour que l'environnement devienne capacitant pour la personne, en tenant compte, bien sûr, des contraintes de production de l'entreprise et du collectif de travail. Si je pouvais changer une chose dans les dispositifs de retour à l'emploi et de réinsertion professionnelle, ce serait de permettre aux salariés d'accéder pendant leur arrêt de travail à la formation, qu'elle soit formation physique, sur le métier, psychologique, pour les aider à reprendre un travail dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, la priorité, c'est quand même l'acceptation des gens malades dans le monde du travail. Et l'acceptation passe principalement par une réorganisation et par un changement de mentalité autour de la maladie et de cette acceptation. Les gens malades peuvent et doivent pouvoir continuer à travailler.